De prendre du temps avec vous donc aujourd'hui autour d'un sujet qui nous tient donc particulièrement à cœur aujourd'hui, qui est un sujet qui tourne autour de l'engagement et de ce sentiment d'engagement. Je suis Marianne Grondin-Pisano, je suis responsable formation continue et VAE au sein de Montpellier Business School et je m'occupe particulièrement du développement de l'activité Executive Education. Je suis Julien Granata, je suis professeur à Montpellier Business School. Je suis enseignant-chercheur et responsable du département management stratégique. Alors nous allons passer ensemble environ 30 à 40 minutes. Nous allons bien sûr pouvoir échanger avec vous. Alors, vous avez la possibilité de nous poser quelques questions via l'outil de chat qui est sous votre écran. Donc, on y répondra dans la mesure du possible en live. Si, bien sûr, ça nécessite plus de détails, on se fera un plaisir avec Julien de revenir vers vous de manière plus personnalisée pour pouvoir y répondre. Je vais vous demander aussi une petite chose alors, qui paraît simple, mais c'est de couper vos micros si c'est possible sur vos PC pour qu'on puisse tous profiter pleinement de ces échanges et qu'on puisse être dans un confort d'écoute. Voilà, merci beaucoup. On y va? On y va, c'est parti. Alors, cette thématique autour de l'engagement. Alors, tout simplement, on peut se poser pourquoi aujourd'hui la question de cette thématique. Pourquoi cette thématique et pourquoi particulièrement aujourd'hui? Alors, elle nous est venue avec Julien par un constat qui a été fait auprès d'entreprises, auprès de clients qui souhaitaient nous questionner particulièrement autour d'éléments autour de la motivation, de l'implication, de la performance collective et individuelle. Et on en a déduit globalement que l'engagement était un des facteurs clés de réponse à toutes ces questions. Donc avec Julien, on a réfléchi à ce qu'on souhaitait bien sûr transmettre vis-à-vis de cette thématique et on va ensemble la dérouler de suite. Alors, comment ça va se passer? On va bien sûr vous proposer un diaporama sur le contexte globalement de la mobilité professionnelle aujourd'hui, parce que c'est un des facteurs, bien sûr, de cet engagement, de ce désengagement dont on parlera tout à l'heure. On fera un focus particulier sur l'engagement en termes de solutions apportées aux entreprises et pourquoi. On parlera également des ravages du désengagement, alors dans toutes ses formes. C'est aussi un point important qu'il faut évoquer quand on parle bien sûr d'engagement. Quels sont ces leviers en termes d'engagement? Qu'est-ce qui existe clairement? Qu'est-ce qui est actionnable de manière opérationnelle et rapidement et de manière durable aussi en entreprise? On évoquera bien sûr les leviers beaucoup plus opérationnels de l'engagement tels qu'on peut les mettre en place aujourd'hui en entreprise. Et on vous apportera bien sûr un regard sur les réponses managériales qui permettent bien sûr de susciter cet engagement vis-à-vis des collaborateurs aujourd'hui. On peut démarrer par une question simple qui nous est souvent posée, c'est comment je peux faire pour profiter au mieux du talent de mes talents, de mes meilleurs collaborateurs et surtout pour les fidéliser pour pas qu'ils partent ailleurs. Donc on va commencer avec quelques éléments de contexte généraux. Et la fameuse génération Y qui cristallise beaucoup de débats, il faut savoir déjà que 70% des individus qui font partie de la génération Y sont intéressés par l'étranger. Et par le mot intéressé, il faut comprendre qu'ils ont eux-mêmes prévu dans leur parcours de carrière de travailler plusieurs années ou quelques mois à l'étranger. Donc, lorsqu'ils vont intégrer une entreprise, si ça n'est pas été fait encore par le passé via leurs études, dans leur tête, il faut partir à l'étranger parce que c'est corrélé à leur employabilité et à leur parcours professionnel. La mobilité géographique, très rapidement, juste un indicateur, plus 50% de cadres qui seront concernés par la mobilité géographique d'ici 2020. Pour le dire différemment, la mobilité est de plus en plus prégnante. On change de pays, on change de région, on bouge, ça fait partie des parcours professionnels classiques. On n'intègre plus une entreprise ou rarement pour y passer 30 ans. On l'intègre parce qu'elle va nous aider justement à progresser. Dans cette progression, elle n'est pas que hiérarchique pyramidale, elle est aussi de changer de pays, changer d'entreprise. Un quart des cadres en mobilité professionnelle en 2015, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 6,4% d'entre eux vont changer d'entreprise. Alors ça, c'est un réel problème, surtout si ça concerne les talents. Si les principaux à partir, ce sont les individus avec les meilleures capacités d'innovation, c'est un réel problème pour l'entreprise. Et 19% sont en évolution interne. Donc ça veut dire que malgré qu'ils soient au service RH, dans leur progression de carrière, peut-être qu'on va leur demander de gérer une petite business unit, puis après ils vont passer directeur des achats, pour peut-être, pourquoi pas,
terminer DRH d'un grand groupe. Les trajectoires linéaires sont marginales. 35% des cadres formés, ça c'est très intéressant, ont des intentions de mobilité. Alors que la formation, et on le verra plus tard, est un des principaux leviers de l'engagement, de fidélisation, elle entraîne chez l'individu une intention de mobilité. Et là, l'enjeu pour l'entreprise, c'est quoi? C'est que l'entreprise, elle va pouvoir co-construire un parcours avec le talent à mobilité interne, qui peut être une mobilité géographique ou une mobilité de métier. C'est cette intégration-là euh, qu'il faut penser au préalable. La conséquence de tout ça, et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, c'est le turnover. Le turnover subi. Pourquoi? Parce que le turnover, ben, c'est structurel, c'est bien, ça amène de la diversité, ça amène des nouveaux talents, mais la problématique du turnover, c'est lorsqu'il concerne les personnes en capacité d'innovation et ceux qui vont partir à la concurrence. Et donc, la question, clairement, c'est comment je peux faire pour fidéliser mes collaborateurs. Mais aussi, je peux aussi partir du principe que dans une nouvelle posture managériale, l'ensemble de mes collaborateurs sont à capacité d'innovation, tous mes salariés ont du talent, et donc globalement, comment je peux faire pour les fidéliser? Et l'engagement, on va le voir, est une réponse à cette problématique. Alors, on va vous proposer de participer à un petit sondage. Alors, ça prend quelques secondes. La thématique est intéressante. On parlait de l'engagement, du turnover, de la fidélisation. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui fâche peut-être un petit peu. C'est le désengagement. Alors, on en parlera dans le détail avec Julien par la suite. D'après vous, alors le questionnaire va être lancé dans 2 petites secondes. D'après vous, en France, combien de salariés sont activement désengagés? Alors, la question paraît étonnante, mais elle a une réalité. Donc en France, combien de salariés, d'après vous, sont activement désengagés? Donc 10%, 20% ou 30%? Je vous laisse bien sûr y répondre. Voilà, on va fermer ensemble le sondage de suite pour voir la globalité de vos résultats, en tout cas en termes de réponses en live. Est-ce qu'on peut l'afficher peut-être? Oui. Alors voilà, on le partage avec vous. Donc, en grande majorité, vous répondez à 30%. C'est énorme, 30%. C'est beaucoup, ça serait dangereux, mais déjà, le bon chiffre, c'est 18% d'individus activement désengagés au sein d'une entreprise. On peut sortir du sondage? Oui, on va sortir. Parfait. Alors, au-delà de ce chiffre, il faut comprendre qu'est-ce qu'un individu activement désengagé? Alors, un individu activement désengagé est un individu qui va nager à contre-courant, c'est-à-dire qu'il va peut-être même devenir un véritable saboteur dans son équipe ou dans l'entreprise. C'est une personne qui, au-delà de ne pas s'investir, au-delà de ne pas exploiter son talent, va peut-être avoir alors des discours de dénigrement auprès des clients, va contribuer à une mauvaise ambiance au sein des équipes et ne va surtout pas exploiter son potentiel. Donc, comment on peut lutter contre le désengagement? Eh bien, par l'effet miroir, par l'engagement. Plus vous aurez dans l'entreprise des individus engagés, moins vous aurez des individus désengagés. C'est statistique. Puisque l'engagement, c'est contagieux, la bonne humeur, c'est contagieux. Et donc, c'est par une politique d'engagement des individus que vous allez lutter contre ces véritables saboteurs. Un autre chiffre clé, c'est 87% de salariés qui ne sont pas pleinement engagés. C'est beaucoup trop. Un salarié qui n'est pas pleinement engagé, au-delà d'avancer tout doucement, il va surtout ne pas avancer vite. Donc, il ne va pas exploiter son talent, et c'est bien dommage que dans un univers et on va dire un contexte où on a besoin de la moindre parcelle d'intelligence, on ne peut pas avoir 87% d'individus pleinement engagés. Et quel est le principal écueil du désengagement? 73% des clients déclarent quitter l'entreprise à cause des effets du désengagement, et notamment les discours dénigrants directement auprès des clients ou une mauvaise relation entre un client et un salarié. Si je prends mon exemple, j'ai un forfait, pour pas les nommer chez SFR, je passe pas mon temps à faire des études de marché pour savoir quels sont les meilleurs forfaits, les meilleurs besoins. J'ai une sorte de fidélité en tant que client SFR. Mais si, avec ma relation avec SFR, j'ai un mauvais contact avec un salarié, ça va quelque part ouvrir une porte
qui va faire que je vais m'intéresser à la concurrence. Et c'est très intéressant de voir le lien entre l'engagement et le contact client. Et à contrario, si tu as une très bonne relation avec SFR, ça peut t'inciter aussi forcément à en parler. Exactement. Et à avoir des discours positifs et à entraîner et flatter ce qu'on peut appeler la marque employeur au sens large. Alors avant de poursuivre, très rapidement, hein, sans faire trop de théorique, hein, on va situer l'engagement vis-à-vis des principales attitudes au travail, la famille des attitudes, que sont la motivation, l'implication et l'engagement. Alors la motivation en soi, elle est plus difficile à actionner en entreprise. Pourquoi? Parce que c'est typiquement une variable psychologique. Elle dépend de la psychologie de l'individu. Et ce qu'on sait de la motivation, c'est que c'est un motif d'action qui peut être déclenché par un besoin et que parfois c'est un besoin inconscient. Alors pour essayer d'être clair, je vais prendre un exemple basique, c'est l'exemple des primes. Un individu qui peut être motivé par une prime, c'est un individu qui va être motivé pour quelque chose de psychologique ou de très personnel, un besoin. Par exemple, j'ai besoin de m'acheter un vélo tout neuf, c'est un certain coût, et donc je vais être investi au travail pour obtenir des primes. Et lorsque j'aurai obtenu ces primes, je vais m'acheter mon vélo, puis peut-être pendant un an ou deux, j'aurai pas de besoin réel d'augmenter mon salaire, et donc je vais me désinvestir. Mais l'employeur ne le sait pas. L'employeur a très peu de levier d'action sur cette motivation. L'implication, c'est déjà un peu plus clair, ça relève du caractère de l'individu. Donc c'est un état personnel en fonction d'une situation. Et l'individu est beaucoup plus conscient de son implication, et quelque part, il a une liberté d'implication. On parle d'implication au travail. Pour reprendre l'exemple des primes, il y a des individus qui ont une implication de type calculatoire. Un individu qui a une implication calculatoire au travail, c'est l'individu qui escompte un gain, qui par rapport à sa contribution atteint une rétribution, et ce qui le motive, c'est cette rétribution. Donc tant qu'il aura cette rétribution au travail, il va continuer à être impliqué et investi. Ça veut dire que si vous lui stoppez son système de prime, ou s'il a des objectifs trop difficiles à atteindre, donc il ne peut pas obtenir sa prime, donc il va se désimpliquer. Donc il va être moins investi. L'engagement, c'est le Saint Graal. Pourquoi? Parce qu'il y a totalement fusion des buts et des valeurs entre celle de l'individu et celle de l'entreprise. Donc l'individu, c'est comme un mariage, hein. On s'engage pleinement. Un individu engagé passe à l'action. C'est ça qui est intéressant. Donc il a moins cette liberté, parce qu'en réalité, il n'a même quasiment plus la sensation de travailler. C'est-à-dire que son but, ses objectifs sont liés avec ceux de l'entreprise. C'est un investissement que l'on peut qualifier physique, donc il va s'investir physiquement, et émotionnel. Donc il va transpirer son organisation. Et on peut presque parler d'intrapreneuriat. Un individu va gérer sa petite entreprise, va gérer ses missions, sans qu'on ait forcément besoin de lui dire d'ailleurs ce qu'il doit faire. Et ça, on va le voir un peu plus tard. Très rapidement, quelques effets les principaux de l'engagement. Un, ça freine le nomadisme, donc quelque part, ça répond à notre problématique. Plus les individus sont engagés, puis ils sont liés à leur travail, à la valeur de l'entreprise, moins ils ont envie de partir ailleurs. On sait que l'engagement augmente de 20% la productivité directement, et évidemment, ça a été mesuré un lien entre engagement des équipes et succès des équipes. A contrario, l'engagement baisse le nombre des incidents, baisse les accidents. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est engagé, puisqu'on a fusionné, en fait, quand on est au travail, on est au travail. C'est un peu comme quand on mange, entre les deux le plus trop rapidement, et qu'on pense à autre chose. Un individu engagé, quand il est au travail, il pense à sa mission, il pense à sa tâche. Donc, accident du travail, on va dire tout ce qui relève des incidents critiques sur un process de production, toutes ces choses-là sont amoindries. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Que seulement 30% de salariés aujourd'hui sont engagés. Et en France, on estime que 13% de salariés sont pleinement engagés. Alors le pleinement engagé, c'est l'effet inverse du pleinement désengagé. C'est celui qui va être à 200% et qui va constamment penser au coup d'après et qui va s'investir vraiment pour innover, qui va prendre des risques. Et quelque part, c'est ces individus-là qui sont un peu garants des capacités d'innovation et d'adaptation de l'entreprise dans le futur. C'est le promoteur de l'entreprise. Exactement. Ils sont acteurs promoteurs et plus passifs dont on a besoin de contrôler. Parfait. On va vous proposer également un second sondage qui est très rapide également, hein, autour d'une question qu'on va vous afficher dans quelques secondes grâce à Nicolas.
D'après vous, combien, alors on parlait tout à l'heure de l'engagement, du désengagement, on va se faire un focus sur le sujet qui fâche, mais concrètement, combien d'après vous coûte le désengagement au travail dans le secteur privé, en moyenne par salarié et en France? Donc combien coûte le désengagement au travail dans le secteur privé par salarié en France aujourd'hui? Donc entre 1000 et 5000 euros, entre 5000 et 10 000 euros, entre 10 000 et 15 000 euros. On vous laisse quelques secondes, bien sûr, pour pouvoir y répondre. Et nous vous affichons donc les résultats tout de suite de, de vos réponses. Alors à 57%, si je lis bien, ce qui a été sélectionné, c'est un coût entre 5 000 et 10 000 euros par personne en France. Bon, alors c'est déjà beaucoup trop, mais malheureusement, le chiffre est bien plus élevé. Il s'agit de 12 600 euros. Alors, ce qu'il faut en 2016, hein, alors ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce chiffre est en constante progression. Malgré les, alors chaque étude va vous révéler des chiffres différents. Cette étude-là, elle est intéressante, c'est l'indice de bien-être au travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différence d'une année sur l'autre. L'année dernière, le coût était estimé à 11 000 euros. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un désengagement au travail un peu grandissant, qui est lié à des effets de contexte, qui sont lesquels, qui sont un peu ce dont rêve la génération Y. Donner du sens au travail, que l'entreprise soit pleinement engagée, faciliter la mobilité professionnelle. Et quelque part, on va le voir, on va insister sur ça sur la suite. La solution, hein, je donne la solution à la fin, mais évidemment, on va parler de management. Donc tout d'abord, quelle serait l'école à l'engagement? Il peut y avoir une escalade à l'engagement du fait que, comme on l'a vu ensemble, c'est un investissement émotionnel et physique. Donc les individus très engagés ou pleinement engagés vont avoir tendance à beaucoup travailler, à travailler entre midi et deux, à travailler le soir. Et quand ils sont au travail, ils sont 100% au travail. Ils ne sont pas en dilettante. Donc quelque part, il y a une escalade vers l'engagement et quelle devrait être la posture vis-à-vis de cela, la posture de l'entreprise vis-à-vis des salariés très engagés? Ben, d'une part, de veiller grandement à ce que la personne ne se mette pas toute seule en danger, en se fixant des objectifs trop élevés, en voulant assumer plusieurs missions, parce que quelque part, elle est dans un épanouissement personnel à travers son travail. Et là, on parle de politique équilibre, vie professionnelle, vie privée, et de bien-être au travail. Ça, c'est l'écueil le plus facile. Le plus compliqué, c'est l'absence de réciprocité. C'est-à-dire qu'un individu très engagé attend de son entreprise qu'elle soit très engagée. C'est-à-dire qu'elle attend de l'entreprise qu'elle le soutienne, qu'elle l'aide dans son parcours, qu'elle l'aide à s'épanouir. Et la pire incidence vis-à-vis de cela, c'est parce qu'on est un individu très engagé, qu'il y a une absence de réciprocité, ben quelque part, on passe rapidement de l'ultra-engagement à la séparation. Alors que l'individu, c'est comme un mariage où l'amour, on est très amoureux, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui déçoit, eh ben, on a décidé de partir, on partira. Le problème, c'est que c'est les meilleurs qui partent parce que ils ont une meilleure employabilité, ils sont plus facilement traqués par la concurrence, mais également, il faut savoir qu'un individu qui a moins de talent, qui est moins bon, on va dire, vis-à-vis de la concurrence ou du marché, ben lui, il va rester parce qu'il va pas pouvoir partir. Et vous allez le transformer en totalement désengagé. Donc, l'escalade à l'engagement doit être maîtrisée. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur cet équilibre-là. C'est-à-dire que l'engagement, c'est quelque chose qu'il faut nourrir et qu'il faut accompagner et développer, mais tout en veillant, bien sûr, à ce que l'engagement ait une certaine limite d'autoprotection, entre guillemets, des collaborateurs dans cet engagement. Qu'on ne soit pas dans une posture de profiter de l'engagement des collaborateurs, comme un peu des discours qu'on pouvait entendre dans certaines entreprises. Ben, on a des jeunes, on en profite, des jeunes cadres dynamiques, on sait qu'on peut, ils vont avoir tendance à plus tirer sur la corde parce qu'ils ont une vie familiale moins complexe, et après, quelque part, on a un fort taux de turnover que l'on assume. Ça, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on se retrouve dans une situation où les entreprises n'arrivent plus à recruter ces jeunes-là. On a des postes dans une conjoncture où il y a beaucoup de chômage, où il y a des postes qui sont à pourvoir et qui ne sont pas pourvus. Alors, à contrario, en voyant les choses beaucoup plus positivement, on peut développer une véritable culture de l'engagement. Alors, je vais prendre l'exemple de l'entreprise Gore, qui est évidemment des fleurons dans ces perspectives-là. Chez Gore, on n'a pas de fiche de poste, hein, on a des engagements, on signe des engagements. Là où c'est intéressant, c'est qu'un engagement est librement consenti par le collaborateur. C'est-à-dire qu'il va lui-même fixer
ses engagements, et ces engagements vont être évolutifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vouloir les faire évoluer lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un collaborateur généralement engagé, à qui on demande de se fixer des objectifs, va se fixer très souvent, voire tout le temps, des objectifs beaucoup plus ambitieux que ceux que vous aurez osé lui fixer. Et ce qu'on va obtenir de ça, c'est un salarié qui va pouvoir s'épanouir, donc il va être très fidèle à l'entreprise. On va être dans une perspective d'innovation tous azimuts, parce qu'on va avoir des salariés qui vont vouloir se challenger, qui vont vouloir innover, qui vont faire des choses très différentes. Et évidemment, qui vont eux-mêmes respecter leurs engagements. Ce qui va nous aider à changer la posture managériale, de passer d'un contrôleur, manager-contrôleur, à plutôt un animateur-coach. Très important aussi, dans une culture de l'engagement, c'est la proximité qu'on va avoir avec les individus, notamment la proximité hiérarchique. Pourquoi? Parce que la confiance, ça s'entretient dans le temps. Et si on a un fort taux de mobilité, de turnover, notamment chez les cadres, on se retrouve toujours à des équipes qui changent constamment de manager. Le problème de la confiance, c'est que ça s'éprouve dans le temps. Et plus on va avoir de la proximité et de la continuité, plus ça va être simple que les individus aussi se trouvent engagés effectivement auprès de leur entreprise. Le manager va mieux connaître ses collaborateurs, va pouvoir justement co-construire des parcours un peu plus sur mesure. Et là, on touche à l'affect. Des leviers pratiques de l'engagement, ce que l'on retrouve un peu souvent, donc je vais pas trop m'arrêter dessus, et surtout qu'on en a déjà parlé. Donc tenir la promesse de réciprocité, c'est le plus important. Si l'entreprise doit être autant engagée que ce que les salariés le sont. Si on veut des salariés engagés, il faut que l'entreprise s'engage pour eux. On est dans une posture d'appui à l'engagement. Il faut donc accompagner l'évolution des salariés engagés qui vont vouloir construire des parcours sur mesure, qui vont vouloir innover, donc qui vont vouloir se challenger. Très important, il va falloir coacher les managers pour que les managers deviennent des coachs. Il faut coacher des futurs coachs. Voilà. Donc, pour arriver à susciter l'engagement et surtout à déployer le capital humain dans l'entreprise, il faut être dans une posture de coach, d'écoute. Et être proactif sur les valeurs, et ça, on ne le dit jamais assez. Puisqu'il y a fusion du salarié avec l'entreprise. Donc, il y aura d'autant plus fusion que les valeurs vont pouvoir fusionner, ou du moins ne vont pas être en opposition. Les valeurs, il faut les répéter comme un mantra, tout le temps, et surtout veiller à ce que toute la politique managériale et même tout ce que l'on va faire opérationnellement soit constamment lié avec les valeurs, qu'on se questionne. Si j'ai des valeurs de diversité, les produits ou les services que je propose sur un marché, elle est où la diversité là-dedans? Dans mes procédures de recrutement, la diversité, je la retrouve où? Dans mes équipes, je la retrouve où? Voilà. Donc les valeurs, elles doivent s'aligner, être répétées. Alors des leviers un peu plus originaux, on va parler de politique d'engagement. La diversité, on sait que les équipes où il y a le plus de diversité, il y a un lien plus fort avec l'engagement. Donc il y a un lien direct entre diversité et engagement. La proximité, je ne vais pas le répéter. Alors souvent aussi, quelque chose dont on a peur, développer les relations amicales. Est-ce qu'un manager doit avoir des relations amicales avec ses équipes? La réponse est évidemment oui. Voilà, il faut bien plus se poser la question. Mais dans une posture de coach, avec certains détachements et bienveillance. On peut être veiller à des bonnes relations, avoir des relations d'amitié, et pour autant être dans une posture, mais si on n'est plus contrôleur, on n'est plus celui qui sanctionne. Donc ça sera beaucoup plus simple de développer des relations amicales. Équilibre vie privée, vie pro, on en a déjà parlé. Évidemment, le bien-être, très très important, parce qu'il y a une corrélation directe entre bien-être et engagement des individus. C'est là où on va l'aider un peu les individus à se soigner, à ne pas partir dans une escalade. Management et engagement. Alors, quelque chose de très important également, j'insiste, le danger, c'est de manager pour les 3%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de mettre en place des procédures de contrôle, parce qu'on a 3% de fraudeurs, saboteurs, de personnes qui ne sont pas dans le moule. Voilà. On va mettre en place un système de contrôle des primes de déplacement avec 5 niveaux hiérarchiques, parce que on se rappelle qu'il y a 2 ans en arrière, il y en a un, mon Dieu, il a fraudé sur. Alors, ça, c'est pas bon du tout, parce que le problème, c'est que quand vous mettez des process pour manager les 3%, au-delà du fait que les 3% vont toujours trouver le moyen de contourner la règle, vous allez brimer les 97% autres qui, eux, n'en avaient pas besoin, mais vont être obligés de remplir des process. Et pendant qu'ils remplissent des process, ils n'innovent pas. Le problème des process, c'est qu'on sait en moyenne que les cadres passent 40% de leur temps à inventer des process, mais surtout après à les contrôler. Le coût du contrôle et le temps du contrôle, c'est pléthorique. Et quel est l'impact, en tout cas la condition sur les travailleurs? C'est qu'ils vont passer 20% de leur temps à répondre au contrôle. Donc en fait, vous perdez du temps. Pour le plus important, c'est quoi? Votre relation client.
La réponse à ça, c'est l'autocontrôle. Les individus sont en capacité d'autocontrôle, hein. Et l'autocontrôle renforce l'engagement. Et là, c'était très intéressant, l'autocontrôle. Dans des situations stressantes, hein, a priori, où les individus font des choses très impliquantes, on parle des secteurs du nucléaire, santé, ou tout ce qui va être ingénieur travaux, des personnes qui vont être sur des chantiers à 10, 20 millions d'euros avec une grosse pression, qui ne sont que des salariés, mais qui ont la responsabilité juridique du chantier. On se rend compte que le fait d'être en autocontrôle, donc de maîtriser de A à Z le processus et de voir aussi le produit final, mais ça diminue le stress et surtout les effets ressentis du stress. Et quand les politiques de lutte contre le stress, plus on va responsabiliser un salarié, moins il va être stressé. C'est très intéressant ça aussi. Bon, la division du travail, évidemment, c'est catastrophique. Alors quand on est dans des secteurs industriels où on a par rapport au process, une obligation de division du travail. Ce qu'il faut absolument faire, c'est reconnecter l'ouvrier avec le produit final, le reconnecter avec le client. Il faut que l'ouvrier sache pour qui il travaille. C'est quelle est l'attention du client, comment on peut, qu'attend le client de moi, et ce que je produis aussi, même si j'ai pas la visibilité globale, pourquoi la qualité de mon travail va avoir une incidence sur l'entreprise. Et là, voilà, quelque chose de psychologique, je vais en parler très rapidement, c'est parce qu'on va regarder l'exemple des primes, c'est ce qu'on appelle le locus de causalité perçu. C'est lorsque on va, par une politique managériale, on va troubler un lien entre deux choses, c'est-à-dire j'ai une activité, je vais prendre mon exemple, ce sera plus simple. Je suis enseignant-chercheur, j'adore écrire des articles. Et donc, le fait d'écrire des articles, ben, je le fais naturellement, spontanément. Et le fait, par exemple, de connecter l'écriture d'articles de valeur tout le temps avec une prime, ce que ça peut engendrer, c'est le fait où le jour où il n'y a plus la prime ou la prime se réduit, ben, de dire pour ça, je le fais plus. Alors qu'à la base, je le faisais, mon intention était mon épanouissement personnel à travers mon métier. J'ai changé la causalité, la prime est venue troubler tout ça, et je n'ai plus ma prime, je ne le fais plus. Alors, les politiques de prime, faut être très attentif à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des primes, hein. C'est pas ce que je veux dire non plus. Merci. Merci pour le message. Voilà. Et pour finir, on va parler de posture managériale. Le plus important, la posture managériale. Si on veut influer dans la durée positivement sur l'engagement des collaborateurs et surtout contrer dans la durée, durablement, le désengagement des collaborateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on parle de posture managériale, c'est-à-dire que changer la culture de management au sein de l'entreprise, en tout cas la faire évoluer. Qu'est-ce qui marche? Lorsqu'on est dans une culture de simplification des process et de management antifragile. Je vais m'expliquer. L'entreprise a tendance, l'organisation a tendance à en faire face à un environnement de plus en plus complexe, instable, avec beaucoup de normalisation, avec des attentes parfois même financières, du reporting financier. Ben, face à autant de choses complexes, on va créer du process. Donc, face à de la complexité environnementale, on va avoir tendance à créer de la complexité organisationnelle. Donc, pour contrer un mur, on va faire un mur par-dessus. Ça, c'est une politique pour être robuste. Le problème, c'est que le jour où il y a une tempête, un tsunami, quelque chose qu'on n'a pas prévu, le mur peut s'effondrer. Et là, on a tellement été robuste qu'on n'arrive pas à réagir. Le fait d'être antifragile, c'est un peu la métaphore du roseau. Il faut éviter d'être fragile, donc à la moindre incidence du marché, ben, je disparais. Le fait d'être antifragile, c'est de pouvoir absorber la complexité de l'environnement et d'avoir des équipes très flexibles qui vont rebondir face à l'échec, qui vont pouvoir absorber le hasard, parce qu'il y a des choses qui vont se passer, on ne va pas pouvoir les prévoir, et qui vont être tellement responsabilisés qu'on va toujours avoir trois coups d'avance où on va pouvoir s'adapter. Le process rigidifie le changement. Plus il y a du process, plus c'est compliqué de changer. Plus on est dans des postures où les personnes sont adaptables et flexibles, plus on va pouvoir évoluer. Le management responsabilisant, c'est un peu pour faire la continuité avec ce qu'on appelle l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, libérer les individus, ça ne veut pas dire grand-chose. Comment on libère l'organisation? C'est en responsabilisant les individus. Plus les individus sont responsables, moins ils ont besoin de process, moins ils ont besoin de contrôle. Donc on revient sur la notion d'autocontrôle. Management bienveillant et bien formant, c'est une obligation. La bienveillance, c'est vraiment dans la posture managériale, c'est d'avoir une bonne connaissance déjà de soi-même, une bonne connaissance des individus au sein de son équipe pour pouvoir justement co-construire des parcours sur mesure et justement pouvoir laisser le déploiement de toute la compétence et le potentiel des individus. La bien-formance, c'est le fait de lier le bien-être à la performance. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi que une performance durable,
est lié au bien-être du collaborateur. On ne peut pas se focaliser que sur des, on peut plus, du moins, se focaliser que sur des éléments chiffrés, quantifiables. Et ce qu'il faut faire très attention, et j'en finirai sur ça, c'est ce qu'on appelle les effets de cadrage. On a tendance à avoir des effets de cadrage négatifs, donc notamment du fait de la posture managériale du contrôle. Donc on dit quand ça va pas, quand on s'est trompé, ça entraîne quoi? Ça entraîne une aversion à l'erreur, une aversion à l'échec de la part des individus. Au contraire, le problème c'est pas l'individu qui se trompe, c'est un individu qui ne prend pas de risques. Dans le monde dans lequel on vit, changeant, mouvant, tout va beaucoup plus vite, il faut des individus qui prennent des risques. Donc, il faut avoir des effets de cadrage positifs. Donc, se focaliser sur ce qu'on fait de bien, se focaliser sur les réussites, remercier les individus, leur dire que c'est pas grave quand ils se trompent. Ça permet justement de les aider à peut-être avoir l'innovation ou la bonne idée qui va faire qu'on va être performant dans le futur. Merci. Julien vous a donné quelques exemples tout à l'heure d'entreprises qui ont mis en place des dispositifs d'approche en tout cas engageante. Je voulais juste partager avec vous une expérience que nous avions mis en place il n'y a pas très longtemps, donc il y a quelques mois avec Air France, donc une très très belle entreprise avec laquelle on travaille cette année. Qui avait pour projet, pour ambition de professionnaliser donc des populations de la direction des PNC, donc des personnels navigants commerciaux, au travers vraiment d'une volonté de valorisation des parcours professionnels. Donc, en valorisant ces parcours professionnels, ils ont souhaité bien sûr les accompagner aussi dans le développement de leurs compétences pour les engager et les motiver et les mobiliser dans la durée. Donc, pour répondre à ces enjeux, nous avons travaillé avec eux notamment sur un dispositif qu'on appelle aujourd'hui de VAE hybride, VAE collective hybride, c'est-à-dire qu'on a tout simplement travaillé avec eux à la mise en œuvre d'un dispositif qui propose un accompagnement. Alors aujourd'hui, chez Air France, on accompagne 26 collaborateurs cadres dans cette démarche-là, un accompagnement un parcours de formation ad hoc qui a été mis en place avec Montpellier Business School, avec en parallèle un accompagnement donc individuel de VAE, donc de validation des acquis d'expérience, qui est fait par notre partenaire, le cabinet Les Deux Rives. L'objectif étant que ces deux démarches puissent être faites conjointement et en parallèle pour qu'au final, on puisse les accompagner à la diplomation d'un bachelor ou d'un master grande école. Donc, c'est toute une démarche complètement innovante au système RH, qui est aujourd'hui de valoriser les collaborateurs et les parcours professionnels par ce type de dispositif. Et le résultat, alors on n'en est pas encore complètement à la finalité de ce projet puisque les soutenances auront lieu au mois de décembre. Les soutenances de VAE. Un des premiers constats qui est fait aujourd'hui par Véronique Flavigny, qui est responsable de la politique emploi formation chez Air France, c'est de nous dire que ce parcours aujourd'hui a été un facteur d'engagement pour ces équipes. C'est un mot qui est revenu, donc j'ai souhaité partager avec vous en tout cas cette expérience. Ce webinaire sera mis en ligne et vous pourrez par la suite, bien sûr, visionner une petite vidéo qu'on a réalisée avec Air France et Véronique Flavigny, qui évoque notamment cette expérience. Donc, la formation est un des leviers de l'engagement. C'est pas le seul. On parlait tout à l'heure du management, mais c'est un des leviers. On souhaitait, bien sûr, partager avec vous cette expérience. Donc, si on devait ensemble, alors on va regarder bien sûr les questions que vous avez posées, il y en a eu pas mal. Si on peut y répondre, on le fera volontiers en direct, sinon on viendra vers vous de manière personnalisée. Si on devait donc retenir 4 points clés, donc 4 éléments qui structurent globalement notre approche, ce qu'on vous a donné à voir en termes de vision qu'on pouvait avoir, nous, à Montpellier Business School, de ce que pouvait être l'engagement, le désengagement, en tout cas de cette démarche qui, pour nous, est une démarche extrêmement active aussi. C'est que l'engagement est un facteur de performance durable. Donc, cette notion de durabilité, elle est extrêmement importante parce qu'on se rend bien compte, on parlait de motivation tout à l'heure, on parlait d'implication, c'est fluctuant et dans la durée, il y a une temporalité complètement différente. Donc, l'engagement est un facteur de performance durable. L'engagement implique aussi de la réciprocité entre le collaborateur et l'entreprise. On ne peut pas demander à un collaborateur d'être engagé si l'entreprise ne l'est pas vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son équipe et vis-à-vis de l'organisation. Donc, c'est de la réciprocité aussi. L'engagement, ça demande aussi de l'acceptation d'autocontrôle. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Julien. Donc, quand on parle d'autocontrôle, c'est aussi bien autocontrôle sur son activité, sur ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est une vraie indépendance qu'on vous donne en termes de posture aussi intrapreneuriale, mais c'est aussi que l'entreprise intègre aussi que cette démarche nécessite pour elle aussi de l'acceptation d'autocontrôle de son collaborateur. Donc, on sera dans une position d'accompagnement
qui sera différente. On ne sera plus dans le contrôle, mais on sera dans l'accompagnement du collaborateur. Et quatrième point que je souhaitais évoquer avec vous, pour vraiment qu'on puisse ancrer ces 4 points ensemble, c'est que l'engagement, c'est un réel levier durable qui réside vraiment dans le changement de la posture managériale. Donc, c'est l'individu qui est engagé, c'est au manager et à l'entreprise d'accompagner, d'encourager cette posture concrètement d'engagement et de veiller aussi, bien sûr, c'est extrêmement important, à ce que l'engagement soit consenti dans ce qui est acceptable pour lui, pour l'individu et pour l'entreprise. Donc tout ça, bien sûr, c'est facteur de performance pour l'entreprise et pour les collaborateurs. On parlait tout à l'heure de bien-être au travail. Oui. Venir bosser avec l'envie de venir, c'est toujours beaucoup mieux. Donc l'engagement fait vraiment partie de ces thèmes qui nous tenaient à cœur aujourd'hui avec vous. Je vais regarder rapidement les quelques questions éventuellement que vous nous avez posées en espérant pouvoir y répondre immédiatement. Si ce n'est pas le cas, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas du tout un souci. Oui, alors on avait des questions autour de la diversité et une question autour de la flexibilité des équipes. Alors, qu'entendez-vous par diversité? Tout à l'heure, on a parlé de diversité quand on évoquait notamment les notions d'engagement. Donc, en quoi la diversité est un des leviers, en tout cas, d'engagement? C'est comme ça que je comprends la question. J'espère que je me trompe pas trop, mais est-ce que du coup, Julien, tu peux nous apporter quelques éclairages? Alors déjà, revenons sur ce qu'est la diversité. Hein. Alors, pas les politiques de non-discrimination. La réelle diversité, c'est lutter contre l'entre-soi. On est une entreprise avec des ingénieurs, on ne recrute que des ingénieurs, donc forcément, dans les évolutions de carrière, les parcours, on retrouve au poste de direction des anciens ingénieurs, donc quelque part, on va tous raisonner en tant qu'ingénieurs. Donc, en raisonnant tous comme des ingénieurs, on va mettre en place des façons de penser, une organisation, des process qui vont être, on va dire, robustes et rigides. Donc là, ce que va amener la diversité, c'est de ne pas être entre soi. Alors, c'est évidemment d'avoir des personnes qui ne sont pas ingénieurs, qui viennent d'autres formations, d'avoir des personnes qui viennent d'autres zones géographiques, d'avoir des personnes qui n'ont pas le même background, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas du même milieu social. Pourquoi? Parce que plus on va avoir des personnes différentes dans les équipes, plus on va avoir des façons de penser différentes. On va rentrer dans quelque chose qui est très difficile à actionner, mais qui va s'actionner tout seul, c'est l'hybridation. On va hybrider des façons de faire, des compétences, pour avoir une vision différente des choses, plus adaptable, moins robuste. Et on va répondre aux deux questions, on va actionner la flexibilité. L'idée, c'est que plus on va avoir des personnes différentes dans ces équipes, plus on va avoir des personnes flexibles. Et ce qui a été mesuré dans différentes études, c'est que il a été mesuré la relation entre le niveau d'engagement déclaré et la diversité au sein de l'équipe. Et on se rend compte que plus les équipes sont diverses au sein de la même entreprise, plus le niveau d'engagement est élevé. Et évidemment, ce sont les équipes qui sont les plus performantes au final. Merci. Encore une question. Qu'entendez-vous également par flexibilité des équipes? Quand on parle d'engagement, en quoi la flexibilité des équipes est un levier d'engagement? Alors c'est déjà un enjeu, parce que il fut un temps où, lorsqu'on faisait nos études, on nous disait que le long terme c'était 5-8 ans, le moyen terme 3-5 ans, et le court terme 1-3 ans. On peut raisonner en mois, à part sur des niches de marché ou alors sur des secteurs où une certaine stabilité, et il y en a plus beaucoup. En réalité, c'est mouvant politiquement. On est sur des entreprises qui sont internationales, donc on a affaire à plusieurs fluctuations, plusieurs changements, avec des logiques contraires, des logiques financières, des logiques de performance, des logiques de durabilité, RSE et logique financière. C'est extrêmement compliqué comme question. Donc, l'enjeu de flexibilité, il est déjà on parlait d'antifragilité, d'être flexible vis-à-vis de l'évolution de l'environnement, de l'évolution des attentes du client, qu'on ne peut pas appréhender, voire même d'être proactif et d'anticiper les produits du futur, que les études de marché peuvent montrer que ça marchera jamais. Je pense aux aspirateurs Dyson, je pense aux tablettes qui, a priori, ne relevaient pas d'un besoin. C'est cette flexibilité-là dont l'entreprise a besoin pour ses marchés. Et donc, pour être flexible, il faut que les individus au sein de l'entreprise soient flexibles. Je reprends l'exemple on est qu'entre ingénieurs, on raisonne comme des ingénieurs, ou alors on accorde une importance
aux études de marché parce qu'on est tous, on a été tous été formés au marketing. Si l'étude de marché dit non, on n'y va pas. Ça peut être une grave erreur. Et donc, retrouver cette diversité, cette flexibilité dans les équipes va évidemment être directement corrélée avec la nécessité de flexibilité du marché. Alors, je vais reprendre encore deux questions auxquelles on pourra répondre dans le timing qu'on s'était imposé avec vous tout à l'heure. La première, c'est quelqu'un qui nous fait remonter une difficulté. Alors, je vais Ouais. l'évoquer, on va pouvoir rebondir dessus assez rapidement et en échanger bien sûr par la suite si nécessaire. Difficulté, alors exprimée sur le fait de faire correspondre la notion d'autocontrôle et la nécessité de reporting qui est très normalisée pour cette personne donc qui fait partie d'un grand groupe Mm. où on Ouais. a des besoins importants de reporting qui sont très calibrés. Donc globalement, comment est-ce que dans ce type d'organisation, quand on parle d'autocontrôle, ce n'est pas un vain mot, et Mm. comment est-ce qu'on peut tout de même permettre cette notion d'engagement au travers de ce mot d'autocontrôle qui nous semble aujourd'hui quand même Mm. important. Alors, il y a un certain nombre de limites. C'est comme Oui, lorsqu'on répond à une norme, il y a une grille, il faut répondre à la norme. Voilà. On est dans un milieu d'affaires où il y a du reporting financier, on doit y passer. Alors, la différence, ça va être où dans une entreprise responsabilisante et une autre. Dans une entreprise qui n'est pas responsabilisante, on va dire classique, il va y avoir une personne en charge du reporting, en charge de contrôler le process du reporting et qui va contraindre ou demander à des individus de leur envoyer de l'information. L'individu qui envoie de l'information est déconnecté de l'enjeu du reporting, donc elle ne sait pas pourquoi elle le fait, quelque part elle reçoit ça comme une contrainte, et l'individu qui gère la norme ou le reporting a, on va dire, une relation de contrôle et de demande aux collaborateurs. Dans une entreprise responsabilisante, le collaborateur connaît l'enjeu du reporting, il sait qu'il est dans un contexte de reporting financier. Si on parle d'une norme, peut-être même été proactif pour que l'entreprise s'engage dans la normalisation. Et donc, en soi, il n'a pas besoin que quelqu'un le contrôle pour faire ce reporting. Donc, il va avoir la liberté d'action. En tout cas, il va être impliqué dans la façon dont va se faire, dont va s'organiser le reporting. Et les individus, si on leur demande leur avis, sont capables d'eux-mêmes, en groupe, de dire, ben, en réalité, on a besoin, on a envie que quelqu'un nous contrôle. Il faut faire très attention avec ça. C'est assez caricatural de dire on libère l'entreprise, donc on tue les process, on élimine les managers, ils servent à rien, et on se libère. Ça, c'est faux. Ça peut très bien marcher dans des contextes, et pas du tout marcher dans d'autres. Je pense à l'entreprise Toyota, qui a été souvent très très mal imitée. Chez Toyota, en fait, les entreprises, les individus étaient très responsabilisés, mais dans la culture japonaise, la norme, le process, c'est très important. Par contre, les individus qu'importe le niveau hiérarchique, était impliqué dans, on va dire, la norme et pouvait faire évoluer le process. Donc, ce n'était pas juste du ressort d'un manager de faire ça. merci pour cette information, en tout cas pour ce retour. Je prends une dernière question qui est intéressante aussi. J'ai pas vos noms, je suis désolée qui s'affichent, j'aurais bien aimé personnaliser ma réponse. Comment gère-t-on les talents Alors, non, pardon. Gère-t-on les talents et les collaborateurs de la même manière quand on parle d'engagement? Donc, Ouais, globalement, est-ce qu'un super. talent et un collaborateur sont accompagnés ou à gérer de la même manière? C'est une très bonne question, merci. Merci pour la question, elle est excellente. C'est comme manager pour les 3%. En réalité, vous allez considérer, puisque vous avez des talents, que tous vos collaborateurs sont talentueux. Parce que plus vous allez manager pour vos talents, plus vous allez créer d'autres talents. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage qu'on a vu assez rapidement en psychologie. C'est j'ai 3% de collaborateurs saboteurs ou le fameux individu qui n'a pas respecté la norme pour les frais. Donc, je crée une usine à gaz pour que tout le monde soit contrôlé sur les frais. Bon, ben là, on renverse l'effet de cadrage. Puisque j'ai des talents, je manage toute mon attention va être portée sur comment ces talents peuvent s'exprimer. Et donc, je vais évidemment créer, en tout cas avoir un système d'aspiration d'individus qui étaient juste pas engagés ou faiblement engagés, qui vont se mettre dans une posture de devenir talent. Voilà. En fait, il faut se focaliser sur le positif. Il faut manager l'innovation et considérer que tous les individus ont du talent. Et c'est pas grave si au final, il y en a un pourcentage qui n'arrive pas à se mettre au niveau des talents ou qui n'est pas pleinement engagé, parce que vous allez fidéliser ceux qui le sont et quelque part contribuer à innover et à être performant durablement dans le futur. Donc, ta réponse, est-ce que c'est globalement, oui, il faut accompagner collaborateurs et talents à s'engager
à 100% dans l'entreprise, mais accompagné de manière un peu différente, en faisant en sorte que l'un aspire l'autre. Oui. C'est ça. La différence avec c'est bien d'identifier les talents parce que le talent est impatient. Voilà, il aura moins de patience sur son évolution professionnelle et sa mobilité. Voilà. Donc il faut quelque part récompenser le talent. Et au même titre, il faut se concentrer sur le management que l'on va mettre en place pour les talents. En fait, il faut le diffuser à l'ensemble de l'entreprise. Et vous allez créer des talents. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Écoutez, on sera ravis éventuellement de vous retrouver pour Mm. un autre webinaire sur une autre thématique qu'on mettra en place prochainement avec Julien au sein de Montpellier Business School. On a été ravis. J'espère vraiment que cette intervention aura répondu à certaines de vos questions, en tout cas vous aura intéressé. Vous allez avoir un petit questionnaire, je pense, en fin de ce webinaire, vous demandant globalement vos quelques retours. Ce serait vraiment très intéressant pour nous d'avoir ces retours. Je vous remercie d'avance de pouvoir y répondre si vous avez une minute supplémentaire à nous consacrer. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Merci à votre disposition pour la suite et merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.